Radio J, en route vers les législatives. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Horizon a vocation à être au sein de la majorité, un pilier loyal, solide et utile. Ce n'est pas une discussion qui était en cause, c'est une disparition. Discuter, c'est nécessaire, disparaître, c'est impossible. En route vers les législatives, la chronique politique de ce grand journal. Tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de cette campagne du second tour. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadja. Et ravi de vous retrouver, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous revenez pour nous cet après-midi sur cette phrase prononcée par Jean-Luc Mélenchon dimanche soir, après l'annonce des résultats du premier tour. Ils ont décidé de retirer 80 milliards d'euros du budget de l'État, assuré le leader de la France Insoumise et de la NUPS à propos de la majorité présidentielle Ensemble. Une cure d'austérité inédite serait, selon lui, Alexis, dans les cartons d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'économie Bruno Le Maire en cas de victoire dimanche. Alors, évidemment, cette phrase n'a pas fait beaucoup de bruit sur le moment. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, on était avec Eva Soto dimanche soir, tout le monde faisait attention à la fois au ton extrêmement solennel employé par le chef de la France Insoumise et désormais de la MNUPS, et tout le monde faisait aussi attention à son appel, vous vous en souvenez, Steve, à déferler. Donc, les considérations d'ordre plus économique sur les projets secrets ou non avoués d'Emmanuel Macron dans sa deuxième mandature sont un petit peu passées sous les radars. Néanmoins, ils se sont attirés les foudres officielles d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui a expliqué que tout ça était absolument erroné. Mais on ne va pas s'en tenir à ce commentaire. Pourquoi il fait ça ? C'est ça qui est intéressant. Dites-vous bien qu'il n'a pas forcément aujourd'hui, soyons réalistes, il n'a pas forcément, parce que c'est un homme intelligent, on peut lui reconnaître cette qualité au milieu d'autres défauts, il n'a pas forcément pour objectif d'avoir la majorité absolue. Il sait bien d'ailleurs que ce sera même relativement difficile. Voilà. Et donc d'ailleurs, tous les commentateurs y ont insisté au micro de Radio J depuis un jour ou deux. Son objectif, c'est plutôt d'élargir en quelque sorte le champ de son électorat potentiel pour le second tour, c'est-à-dire au fond de ne pas rester prisonnier d'une gauche étroitement LFI. D'ailleurs, il s'en est déjà en partie émancipé avec les alliances qu'il a nouées et qui ont une certaine efficacité. Rien de mieux pour cela, cher Steve, que de ne pas aller sur le terrain culturel, qui est un terrain piégé, où en plus, au sein même, si vous voulez, de sa coalition, il n'y a pas forcément d'unité, j'allais dire de valeur axiologique, pour employer un mot un petit peu pédant. En revanche, un électeur socialiste lambda ou un électeur écologiste lambda qui s'est abstenu, par exemple dimanche, peut se le sentir mobilisé par un discours de la gauche anti-austéritaire. Autrement dit, un discours... Sur le pouvoir d'achat. Mais bien sûr, un discours qui reproche par avance, j'allais dire de manière préventive ou préemptive au chef de l'État, de vouloir tabasser, entre guillemets, les Français avec une cure d'austérité qui laissera apparaître les cures d'austérité précédentes, celles de Nicolas Sarkozy, celles de François Hollande, comme des bagatelles. Voilà, c'est ça l'objectif politique. Et ça peut marcher ? Bien sûr que ça peut marcher, parce que vous avez tout un volant de l'électorat, à l'extrême droite avec le Rassemblement national, et dans la gauche, on va dire radicale, mais même une gauche, j'allais dire canal historique, modérée, qui est fondamentalement anti-austéritaire. C'est-à-dire qui pense que l'un des vrais problèmes de la société française aujourd'hui, c'est le creusement des inégalités par la dualisation sociale que crée la mondialisation, et en plus, cerise sur le gâteau, si vous voulez, ces politiques d'austérité, qui sont des politiques néolibérales, qui consistent, c'est évidemment l'accusation de Mélenchon, elle est intéressante sur le plan sémantique, à ramener... Il reproche à Emmanuel Macron de vouloir ramener la France en deçà du déficit, de la barre des 3% de déficit par rapport au PIB. C'est d'ailleurs une grande obsession, j'allais dire, de l'ordo-libéralisme rénan, du capitalisme rénan depuis des années. Et la France, on sait, un petit peu, vous le savez, un petit peu mordu sur la ligne rouge. Notamment avec le quoi qu'il en coûte. Et l'idée, pour l'instant démentie au sommet de l'État, mais que Emmanuel Macron se serait engagé dans sa deuxième mandature à revenir en deçà de cette barre des 3%. Mais plutôt, Alexis, pour la deuxième partie du quinquennat. Bien sûr, mais cette idée qu'il y aurait un objectif à partir de 2024, si vous voulez, 2024-2026, dans la fin de la mandature, de revenir en deçà des 3%, entre nous, Jean-Luc Mélenchon a exprimé, dans le passé, des idées beaucoup plus frappadingues que celle-là. Donc celle-là, elle est à la fois réaliste et rassembleuse.
Et donc c'est sur cette question du pouvoir d'achat, on a vu la majorité présidentielle et le gouvernement annoncer pour les prochaines semaines, Alexis, des mesures justement visant à aider les populations les plus en difficulté. Voilà, et ça c'est la réponse, c'est si vous voulez du berger Macron à la bergère Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il a bien compris qu'il y avait dans la politique française aujourd'hui un sujet qui double en quelque sorte le sujet identitaire, la réflexion sur l'âme de la France, on va y venir dans un instant, et qu'il fallait répondre à une inquiétude sociale qui n'est pas du tout fantaisiste ou fantasmatique et qui n'est pas non plus simplement le fait d'extrémistes échevelés et anti-macroniens. Et il veut, entre guillemets, trianguler, si vous me passez l'expression, l'espace de cet électorat qui ne se reconnaît pas dans sa politique, mais qui sera peut-être rassuré par ce train de mesures qui a été réannoncé par Elisabeth Borne la semaine dernière. Alexis, à l'autre bout de l'échiquier politique, on s'intéresse maintenant à Éric Zemmour. Il a été éliminé, on le sait, dès le premier tour de ces législatives dans la circonscription, la 4e circonscription du Var. Mais l'ancien chroniqueur ne reviendra pas sur CNews et au Figaro. Alexis, comment va s'écrire, selon vous, l'après-législative pour Éric Zemmour ? Alors, je ne sais pas tout, mais j'ai des intuitions. Alors parfois on se trompe, chacun se trompe, mais en revanche je savais dès le début, pour le connaître un peu, que tous les commentateurs qui disaient « s'il ne gagne pas ses paris électoraux », la présidentielle et ensuite la députation dans la 4e du Var, il va tirer l'échelle et abandonner son odyssée politique. C'était mal le connaître. Et c'était ne pas avoir compris aussi l'esprit d'une démarche politique qui est, alors je vais employer un gros mot, là, le deuxième de la chronique, qui est un peu métapolitique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le politique, mais qui s'inscrit aussi dans le combat des idées. Fondamentalement, d'ailleurs, c'est une des idées de Zemmour, c'est que les victoires électorales, bon, ça compte bien sûr, mais d'abord, ce qu'il faut, c'est remporter des victoires sur le plan culturel et idéologique. Voilà, au fond, c'est ça, c'est l'interprétation, c'est la zémourisation d'Antonio Gramsci. Et donc, à ce titre, je me méfie, parce que je le connais, je me méfie de tous ces petits commentateurs à la petite semaine, que nous ne sommes pas, on va essayer de ne pas l'être, qui disent « c'est fini, tirez l'échelle, il n'y a plus rien à voir, le zémourisme est terminé ». Moi, je pense que c'est une vision à courte vue et étroitement électoraliste de la politique. Je ne dis pas que les élections ne comptent pas, mais la politique, ça n'est pas que cela. Souvenez-vous de Jaurès, de Clémenceau, des passes d'armes, ça dépasse largement le cadre d'une élection. Donc aujourd'hui... Est-ce que ces idées ont infusé l'opinion publique pendant cette campagne ? Oui. Alors, on peut ne pas les partager, je suis le premier à ne pas adhérer à l'ensemble du package, mais bien sûr que les idées ont infusé, et elles ont infusé depuis d'ailleurs longtemps avant même son entrée, j'allais dire en politique, en politique électorale. Donc aujourd'hui, il a l'objectif, en septembre, de rassembler les cadres, mais aussi les militants du parti. Ça sera probablement, d'après nos confrères du Figaro, le 10 septembre. Donc cela indique très clairement que le parti n'est pas terminé. Et par parenthèse, réponse aussi à un certain nombre de petits commentateurs étriqués, on peut penser ce qu'on veut de la chevauchée de Reconquête, on peut en penser ce qu'on veut, Steve. Le problème n'est pas là. 125 000 adhérents pour une formation politique créée il y a 6 mois, objectivement, c'est une performance. C'est passé quelque chose. Mais bien sûr, alors c'est une performance qui ne compense pas totalement les déconvenues électorales d'Éric Zemmour et de certaines de ses lieutenants. Ça, on est absolument d'accord. Mais cela montre que, comme vous dites, il se passe quelque chose dans le pays. Donc, on va dépasser le cadre électoral. Là où il a raison, et là où je pense qu'il a raison de persévérer, c'est que son analyse sociologique est juste. Il y a effectivement un bloc, en gros uni, qui va de la droite souverainiste façon RPR à un certain nombre de personnalités marquées plus identitaires, entre guillemets, comme Marion Maréchal Le Pen. Cette analyse, sociologiquement, elle est juste. Promenez-vous en France, allez dans les villes, sortez de Paris, enfin je sais que vous sortez de Paris, mais faites comme un certain nombre de nos confrères ne font pas, vous vous rendrez compte qu'il y a une sociologie de droite, qui n'est pas d'extrême droite, mais de droite, et elle correspond à peu près à l'analyse d'Éric Zemmour. Donc, la question à partir de là, c'est comment mettre en musique, politiquement, cette intuition. Moi, je crois d'ailleurs, si vous voulez, on peut le critiquer sur d'autres plans, mais je crois au caractère d'intellectuel visionnaire que peut avoir Zemmour dans sa manière d'approcher la politique. Alors, c'est pas parce que vous avez la bonne vision qu'elle triomphe immédiatement. Un de ses lieutenants, pour ne pas le citer, en l'occurrence transfuge du Rassemblement national, déclarait il y a maintenant 2 jours, Gilbert Collard, il disait il y a un côté prophète chez Éric. Oui, il y a un côté prophète chez Éric, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose que beaucoup de commentateurs n'ont pas vu. La recomposition à l'œuvre, tout simplement. Les 3 forces. Une bourgeoisie plutôt conservatrice, avec des tendances identitaires, mais pas seulement, qui reconstituerait le RPR, le néo-centre macronien, qui sont les amis de la mondialisation, au fond, et à la fin, la nouvelle gauche emmenée par Mélenchon. Tout ça, il l'a vu avant tout le monde. Bon. Alors aujourd'hui, c'est quoi ?
son patriotisme de compassion. Je reprends là un terme qu'il aime à citer avec son ami, notre ami commun d'ailleurs, Alain Finkielkraut. Le patriotisme de compassion, c'est Simone Weil, la philosophe, qui l'avait théorisé, c'est l'amour pour une chose qu'on sait périssable, qu'on sait fragile et qu'on sait réversible et qu'on sait périssable. Donc aujourd'hui, il faut arriver à incarner cet amour-là. À l'évidence, et je pense qu'Éric Zemmour y réfléchit, ce sera dans un élargissement de la focale. Vous voyez ce que je veux dire, Steve ? C'est-à-dire ne pas s'en tenir simplement à un discours défensif ou un discours fondé, comme on le dit, sur les peurs, etc., oui, mais ouvrir un horizon d'espérance. Parce que cette famille d'esprit-là, au fond, la droite, canal historique, a besoin aussi d'un horizon d'espérance. Chaque responsable public a réussi. Regardez Macron 2017. Il a ouvert un horizon d'espérance. Donc, il faut tenir aussi un discours qui soit un discours de bâtisseur. Pas seulement une perspective de malheur. Voilà. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, qu'autour d'Éric Zemmour, je le sais, on réfléchit beaucoup à cette sémantique, ou plutôt à cette sémantique autour de ce qu'était le RPR. Le RPR, c'est pas la droite libérale, c'est pas la droite dite orléaniste, je vous rappelle vos cours de Sciences Po, vous connaissez ça par cœur. C'est une droite plus bonapartiste, plus étatiste, par certains côtés plus autoritaire, mais qui aussi a été capable dans l'histoire de France, de la 5e, d'ouvrir à chaque fois un horizon d'espérance. S'il y a un avenir politique pour Reconquête, c'est évidemment de ce côté-là qu'il se situe, c'est-à-dire la capacité, au-delà du constat, qui est juste, à incarner, encore une fois, un horizon pour beaucoup de Français qui, à juste titre d'ailleurs aujourd'hui, ne veulent pas que leur pays disparaisse de la scène, soit littéralement effacé dans les décennies qui viennent. Et c'est ce discours-là que Éric Zemmour va avoir vocation à porter dans les mois qui viennent. Mais vraiment, soyez certains d'une chose, ça j'en suis absolument persuadé, quel que soit ce qu'on pense de ses idées, ce n'est pas un jugement sur ses idées, c'est une analyse politique. Quel que soit ce qu'on pense de ses idées, il est l'un de ceux qui peuvent incarner ces traits d'union entre des droites qui, jusqu'ici, sont absolument mortellement divisées. Merci beaucoup Alexis Lacroix. En route vers les législatives est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de Mickaël Damon. Merci Alexis. Merci à vous Steve.